Les Tassie Boys viennent de découvrir la plus grosse récolte d'or de leur vie, et le plus fou, c'est là où cela s'est produit. Ce tronçon de rivière était censé être terminé. Levi avait déjà travaillé à cet endroit précis 2 fois auparavant, et les 2 voyages l'avaient laissé croire que le sol avait abandonné tout ce qui valait la peine d'être trouvé. Le substrat rocheux semblait épuisé, l'or facile avait disparu. Et la logique disait qu'il n'y avait aucune raison de revenir. Mais la logique combattait quelque chose de bien plus fort, un instinct qu'il ne pouvait ignorer. Cet instinct ne cessait de murmurer la même chose. Il y en a plus, ici. Pas à cause de nouvelles cartes, de nouvelles données géologiques ou d'un conseil secret d'un autre prospecteur. Juste un sentiment construit après des années de lecture de rivières, d'études de terrain et d'apprentissage lorsqu'un lieu semble encore inachevé. Et quand Levi a finalement extrait un énorme morceau de 108 grammes d'or brut de ce lit de rivière d'une valeur d'environ 9 400 $ australiens, il a même semblé stupéfait par ce qui venait de se passer. Ce qui rend cette découverte encore plus incroyable, c'est à quel point elle a failli ne jamais se produire. Au départ, Levi ne s'attendait pas à un voyage qui changerait sa vie. Il avait commencé à filmer les petites pièces d'or qu'il trouvait, car à ce stade, c'était tout ce qu'il pensait que le voyage produirait. De minuscules flocons, de modestes pépites, assez pour que l'expédition brutale en vaille la peine, mais rien d'historique. Puis il a pris une petite décision qui a tout changé. Il est retourné au sol près du rocher géant où il avait déjà trouvé de plus grosses pépites. Et cette décision a presque révélé quelque chose que personne n'avait touché depuis des générations. Le moment le plus important du voyage ne s'est pas produit là où Levi s'y attendait. Il a émergé d'une section négligée du substrat rocheux qui aurait facilement pu être ignorée. Une fissure manquée, une plongée précipitée, un moment de fatigue et l'or de toute une vie aurait pu rester enfoui pour toujours. Avant que tout cela n'arrive, Levi a dû survivre pour atteindre les lieux. Il se tenait au bord d'une gorge brutale de Tasmanie, avec un compresseur attaché sur son dos, tandis que la rivière restait cachée quelque part en contrebas. Entre lui et cette eau se trouvèrent des heures de terrain impitoyables, un gommage dense qui combattait chaque pas en avant, des descentes abruptes hors piste où une seule erreur pourrait vous faire glisser, des embouteillages massifs qui ont forcé des détours impossibles. Puis vinrent les piscines gelées, de profondes étendues d'eau glacée sans itinéraire facile pour les contourner. Parfois la seule option était de traverser tout droit. Chaque étape drainait de l'énergie avant même que le véritable travail ne commence. Ce n'était pas un endroit où quelqu'un se promenait par hasard. C'était un endroit qui semblait déterminé à éloigner les humains. Même Levi a admis à quel point les conditions étaient inconfortables. Le vent traverse la brousse, les ascensions sans fin à travers les collines d'herbes boutonnées. La punition physique consistant à transporter du matériel lourd dans un pays qui n'offrait aucun raccourci. On peut entendre l'épuisement dans sa voix, car il sait que ce paysage exige un paiement avant de rendre quoi que ce soit. Les anciens prospecteurs ont vu le même terrain il y a des générations et se sont souvent retournés. Leurs outils étaient primitifs. Leur transport reposait sur des chevaux et du matériel manuel de base. Leur ligne de ravitaillement ne pouvait pas supporter plusieurs jours de poussée dans une gorge aussi dangereuse et isolée. Ils ne pouvaient tout simplement pas atteindre ce à quoi Levi avait maintenant accès. Et c'est exactement pourquoi cet or est resté intact pendant si longtemps. Alors que des générations cherchaient des terrains plus faciles, cette rivière a continué tranquillement à faire ce que les rivières font de mieux, collecter et concentrer des matériaux lourds profondément dans les fissures cachées du substrat rocheux. Année après année. Inondation après inondation. Siècle après siècle. L'or ne cessait de s'installer dans des endroits que personne ne pouvait atteindre correctement. Levi a découvert ce tronçon pour la première fois 3 ans plus tôt lors d'une mission solo dans la gorge. Il a fait confiance à son instinct et a trouvé du véritable or presque immédiatement. 2 autres voyages ont suivi avec un ami. Les 2 ont produit de solides résultats. Mais à la fin de ces visites, il semblait véritablement que le lieu était en train de disparaître. Le matériel le plus riche semblait disparu. Les fissures les plus évidentes avaient déjà été réparées. Tout suggérait que l'endroit était presque épuisé. Levi lui-même croyait la même chose. Revenir, c'était comme courir après un souvenir au lieu de prendre une décision intelligente. Et pourtant, quelque chose le faisait reculer. La randonnée à elle seule prend une journée entière pour atteindre le camp. Son corps se souvenait de chaque ascension douloureuse des voyages précédents, chaque traversée de rivières glaciales, chaque nuit blanche, chaque once d'équipement attaché à son dos.
Avant de faire le déplacement, il y a eu une véritable bataille interne. Est-ce que cela en valait la peine? L'attente réaliste était faible. Peut-être quelques grammes d'or, peut-être une pépite décente si les conditions s'alignaient parfaitement. Et les responsabilités familiales signifiaient qu'il ne disposait que de 3 jours pour que le voyage compte. Cette pression a rendu la décision encore plus difficile. Il ne jouait pas un temps libre interminable. Il risquait de passer du temps loin de sa famille pour un endroit qui avait déjà été travaillé à plusieurs reprises. Sur le papier, revenir n'avait que très peu de sens. Mais la prospection au plus haut niveau implique souvent d'écouter des instincts qui ne s'expliquent pas facilement. Alors Levi s'est engagé, le compresseur lui est tombé sur le dos, les tuyaux étaient portés par ses camarades. Et la marche brutale dans les gorges recommença. La nature sauvage l'a accueilli exactement de la même manière qu'elle l'avait toujours fait, avec une totale indifférence. Le gommage était tout aussi vicieux, les embouteillages étaient tout aussi épuisants, les piscines gelées étaient tout aussi brutales, les montées raides punissaient tous les muscles de son corps. La gorge ne se souciait pas de l'optimisme ou du doute, cela exigeait les mêmes souffrances de la part de tous ceux qui entraient. Au moment où le camp a finalement été construit et le compresseur posé au bord de la rivière, l'épuisement s'était déjà installé. Puis les bruits de l'isolement ont lentement pris le dessus. L'eau s'écrase sur le rocher. Le vent traverse les arbres. Un silence si profond qu'il n'existe que loin des routes des villes et du bruit humain. Le premier jour a commencé avec des attentes très modestes. Lévi tomba sous l'eau glacée avec le tuyau de son compresseur et entra dans un monde complètement différent. À la surface, tout disparaît. En dessous, il n'y a que de l'eau froide, de la roche, de la pression et de la patience. Dès la première heure de sa toute première plongée, ses doigts ont touché quelque chose qui lui a immédiatement semblé différent. Ce n'était pas de la fine poussière d'or, ce n'était pas un petit flocon, c'était une pépite épaisse, lourde et cristalline au poids indéniable, le genre de pièce que votre main reconnaît sous vos yeux. Il refait surface incrédule. J'ai laissé tomber la pépite dans la poêle, puis je suis retourné directement en dessous. Et d'une manière ou d'une autre, cela s'est reproduit. Là encore, là encore. Toutes les plongées n'ont pas produit d'or. Certaines fissures étaient remplies de sable et de pierres de fer inutiles. Certaines plongées se sont terminées par de la frustration. Mais le taux de réussite ne ressemblait à rien de ce que Lévi avait connu en 7 années de prospection sérieuse. Les plateaux rocheux plats, derrière ce rocher géant, étaient incroyablement riches. Le courant de la rivière avait passé des siècles à pousser des matériaux lourds dans des poches structurelles cachées dans la roche. Ces poches avaient discrètement stocké de l'or d'une manière que Levi n'avait jamais pleinement comprise lors de ses voyages précédents. L'utilisation d'un équipement de compresseur sous-marin a tout changé. Il pouvait désormais atteindre des endroits à peine touchés lors de ses précédentes visites. Il a développé un rythme brutal. Respirer, plonger, chercher la fissure. Tenez le plus longtemps possible. Surface, récupérer, répéter. Chaque plongée révélait davantage le secret de la rivière. Crevasses cachées des murs, poches profondes dans le substrat rocheux. Des endroits auxquels les anciens mineurs n'avaient jamais eu accès. Des endroits que même Levi avait manqué sans le savoir auparavant. À la fin du premier jour, l'ampleur de la découverte est devenue impossible à ignorer. 17 pépites d'or avaient été récupérées. Pas sur des semaines. Pas sur des mois, en une seule journée. Et le plus choquant, c'est que la rivière n'était toujours pas terminée. La casserole ne cessait de se remplir. L'or continuait à affluer. Et Levi commençait à réaliser qu'il venait peut-être de tomber sur l'étendue de terrain la plus riche qu'il ait jamais vue de toute sa vie. La découverte la plus importante de la journée enfreint toutes les règles intériorisées par Levi concernant l'endroit où l'or se concentre dans un système fluvial. Dans le virage extérieur, où la sagesse conventionnelle en matière de prospection veut que le matériel soit balayé plutôt que déposé. Là où l'accélération actuelle ne signifie rien d'assez lourd pour avoir de l'importance, il faut s'asseoir. Une crevasse du mur retient une pièce qu'il ne vérifie presque pas. Il repère ce qui ressemble à un petit morceau de métal dépassant à peine du bord de la fissure. Pas plus gros que le bout d'un doigt. Le genre de chose qui, lors d'une séance normale, est mentalement classé comme ne valant pas la peine de retenir son souffle. Et puis, à l'improviste, les choses ont atteint un tout autre niveau. Je pouvais voir ce qui ressemblait à un gros morceau d'or coincé dans une petite fissure. Au début, le gratter ne l'a pas vraiment bougé. Mais avec un peu plus de persévérance, la présence réelle de cette pièce s'est révélée. Il descend quand même. Sous l'eau, en grattant le talon avec sa pioche, rien ne bouge du premier coup.
La roche environnante est serrée. Il reste en apnée et travaille l'angle, sonde les bords de la fissure. Appliquer une pression à différents points sur la longueur de la pièce. Ressentir la géométrie de la façon dont il est maintenu en place. La brûlure dans les poumons s'accumule. Il continue de travailler. Ensuite, le matériau autour de la base de la pièce se déplace légèrement. Et dans ce changement, le contour complet de la pépite s'enregistre sous ses doigts avant que ses yeux n'aient le temps de traiter ce qu'il voit. Large, plat, profondément cristallin, bien plus grand que ce que le talon à la surface suggérait était possible. Il libère la pièce et fait surface avec. Il le retient et ne dit rien pendant un moment. Il s'agit de la pièce d'or la plus extraordinaire qu'il ait extraite d'un substrat rocheux en 7 ans de travail. Et il se trouvait dans le virage extérieur, dans un endroit que 3 années de visite n'avaient jamais vérifié, parce que les règles disaient qu'il ne serait pas là. Cette découverte réécrit définitivement la façon dont Lévy aborde cet endroit. L'or ici ne suit pas les règles des manuels concernant les courbures intérieures, la géométrie actuelle ou les zones de dépôt. La rigueur s'applique à toutes les surfaces. Chaque orientation, chaque section de mur qui semble n'avoir aucune raison de contenir quoi que ce soit. Premier jour au total, un peu moins de 43 grammes, c'est bien plus d'une once Troy. Au prix de spot actuel en AUD, cela représente environ 3 950 $ tirés d'une seule session, sur un terrain qui avait déjà été visité 2 fois au cours des 3 années précédentes. Cette pépite de virage extérieur, le morceau qui a failli rester dans le mur. Abonnez-vous dès maintenant, car ce qui sort de la chaîne centrale le 2e jour donne à cette pièce l'impression d'être l'acte d'ouverture de quelque chose de beaucoup plus grand. Le matin du 2e jour, le corps porte la veille à travers chaque mouvement du petit déjeuner. Les bras sont plus lents. Les mains s'enroulent autour de la coupe de camp avec la raideur spécifique qui vient des heures de travail sous-marin en eau froide. Atteindre les crevasses et appliquer une force dans des positions qu'aucun exercice de gym ne reproduit. La capacité de rétention respiratoire qui semblait solide le 1er jour est déjà plus courte. Les poumons supportant l'effort d'hier de la même manière que les bras. Le plan du 2e jour est simple et conservateur. Concentrez-vous sur le canal central, zone qui a produit de l'or épais en fin d'après-midi précédent. Travaillez-le méthodiquement. Prenez ce qui reste et appelez cela un voyage exceptionnel. Il dit à haute voix qu'il ne pense pas que ce sera aussi riche qu'hier. Il le croyait sincèrement. Le canal central. Le centre de cette rivière est un piège géologique construit sur des millions d'années. Des lignes de faille traversent le substrat rocheux selon des angles qui détournent les matériaux lourds hors du flux de courant principal et les déposent dans des poches structurelles le long du canal. Des filons de quartz traversent la pierre sombre dans des coutures blanches serrées qui cartographient la géométrie de la faille en 3 dimensions. Ironstone s'insère dans chaque gouttière et crevasse. Dense, compacté, presque cimenté par le temps, et dans un champ aurifère de Tasmanie. Épais. Ironstone posé sur un substrat rocheux fracturé signifie une chose, regardez en dessous. La 2e journée s'ouvre avec des découvertes solides mesurées. Une grosse pièce dans la première crevasse des carreaux Lévy. Bon poids, du vrai or. Le genre de découverte qui à elle seule constituerait le point culminant de la plupart des voyages de prospection. Un solide cueilleur derrière une corniche rocheuse quelques mètres en amont. Il filme les deux parce qu'ils sont légitimement significatifs. Non pas parce qu'il s'attend à ce qu'ils soient le début de quelque chose de plus grand. Puis, il commence à déplacer les rochers. De grosses roches reposent sur des sections de substrat rocheux dans le chenal central qui n'ont jamais été accessibles. 3 ans de visite. 3 séances distinctes dans cette eau. Et ces sections particulières ont toujours été bloquées par des rochers trop lourds et difficiles à déplacer dans les conditions des voyages précédents. Ce qui est étrange quant à l'endroit où cette pépite a été trouvée, c'est qu'elle se trouvait dans une crevasse sur le mur d'un virage extérieur. Or cela va un peu à l'encontre des règles du monde de l'or. Et cela explique en grande partie pourquoi j'ai probablement raté l'or il y a 3 ans. Mais le vieil adage dit que l'or est là où on le trouve. Et cela m'a rappelé à quel point je devrais être minutieux. Aujourd'hui, Lévy a le temps, l'angle de levier et la patience nécessaire pour travailler chacun. Leur déplacement sous l'eau est lent. Le courant pousse contre toute force latérale appliquée. Le fait de marcher sur le lit de la rivière
se déplace sous le poids appliqué et l'eau froide réduit progressivement la force de préhension et la durée de chaque respiration disponible pour le travail. Chaque rocher nécessite plusieurs plongées. L'effort est réel et en vaut immédiatement la peine. Ce que révèle le terrain défriché est extraordinaire à tout point de vue. Des gouttières profondes creusées dans le substrat rocheux avec des surfaces acérées et dentelées. La signature physique d'une ligne de faille géologique directement sous le lit de la rivière. Pierre de fer, dense emballée dans chaque fissure et creux. Compacté au point où il doit être physiquement délogé avec une pioche plutôt que brossé à la main. Des sédiments d'argile fine se sont superposés à travers le pack de pierre de fer de manière à s'accumuler uniquement dans un endroit à faible turbulence et à dépôt élevé de matériaux fins sur une très longue période. C'est exactement la structure qui piège et retient les matériaux lourds à travers des siècles de débit fluvial. Et il est resté sous des rochers que personne n'a bougé jusqu'à aujourd'hui. La pierre de fer sort en couches. Chaque couche dégagée expose celle du dessous, et chaque couche du dessous est plus proche de l'or. Le premier groupe de pépites apparaît comme un ensemble de couronnes à peine visibles dans les sédiments du pack, juste le dessus. Le reste de chaque pièce est caché dans le matériau environnant jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Certaines pièces nécessitent une réelle force pour se libérer. D'autres en ressortent proprement une fois que le paquet de pierres de fer est débarrassé de leur entourage. La gamme complète de taille est là. Des cueilleurs solides aux gros spécimens qui rendent la séance du matin complètement différente de son point de départ. Sous la pierre de fer dégagée des filonnets de quartz traversent le substrat rocheux dans des veines blanches qui suivent la géométrie de la ligne de faille. Sous les filons remplis de magnétite noire dense, deux autres pépites reposent directement sur la surface plus profonde du substrat rocheux. Déposées là par la physique de la rivière au fil des siècles et maintenues en place par le pack de magnétite. Visible seulement maintenant car Lévy a tout dégagé au-dessus d'eux pour la première fois dans l'histoire de ce spot. Nugget après nugget sort de cette crevasse. La crevasse qui aurait dû être vide. La crevasse que 3 années de visite auraient dû nettoyer depuis longtemps. La trouvaille la plus rare du voyage. En fin d'après-midi, plongée pour nettoyer les dernières couches d'un paquet de pierres de fer d'une profonde gouttière dans le substrat rocheux. Quelque chose apparaît dans les sédiments qui n'est pas de l'or. La couleur est fausse, gris argenté, où l'or est jaune et chaud. La texture sous les doigts est fausse. La densité était bonne pour un métal, mais le signal visuel est complètement différent de tout le reste du matériau travaillé. Osméridium. Un alliage naturel d'osmium et d'iridium qui fait occasionnellement surface dans certains champs aurifères de Tasmanie en tant que sous-produit des mêmes processus géologiques anciens qui ont créé les gisements d'or ici. Même condition de formation. Ce que je pensais avoir vu quand j'étais là-bas, c'était l'osméridium qui est toute la couleur argentée mélangée. Même événement source. Minéralogie et aspect complètement différents. La plupart des morceaux d'osméridium récupérés sur le terrain ont la taille d'un grain de sucre. Minuscules, facilement balayés lors du traitement, facilement négligés dans l'eau, régulièrement manqués par les prospecteurs qui connaissent son existence et le recherchent activement. Cette pièce est un sélecteur visible. Définition claire. Forme distincte. Impossible à confondre avec autre chose une fois les sédiments environnants éliminés. Il fait surface à partir du même paquet de pierres de fer qui a produit de l'or tout l'après-midi. Le même événement géologique qui a donné naissance à l'or a donné naissance à l'osméridium. Et tous deux sont assis ensemble dans cette fissure depuis la même durée inconnaissable. En trouver un de cette taille à cet endroit est le genre de résultat qui ajoute une dimension complètement différente à une séance déjà extraordinaire. Le gris argenté de l'osméridium, assis à côté du riche jaune chaud, des pépites d'or dans la poêle, crée l'un de ces moments visuels qui restent avec vous. 2 matériaux complètement différents, formés par la même géologie. Tenus dans la même fissure du substrat rocheux dans une gorge que presque personne au monde n'a jamais vue. Le contraste entre eux et la poêle est quelque chose qu'une photographie peut approximer mais jamais complètement reproduire. Un long après-midi. 5 heures passent alors que Lévy est toujours sous l'eau, puis 6. Le plan était de finir à 5 heures. Le temps de trier les trouvailles de la journée en surface. Retournez au camp avant la nuit. Mangez quelque chose avant que la température des gorges ne baisse complètement.
Le plan ne survit pas au contact avec ce que le substrat rocheux ne cesse de présenter. Il y a toujours une crevasse de plus. Il y a toujours une section de substrat rocheux qui mérite une respiration supplémentaire avant que la décision de faire surface pour la dernière fois ne soit prise. La pierre de fer de la section suivante ressemble exactement à la pierre de fer qui vient de produire 3 grosses pépites. Et s'éloigner de ce schéma nécessite une discipline que l'élan de la séance rend impossible. Chaque plongée dans le canal central à ce moment de l'après-midi suit la même séquence. Souffle superficiel. Baisse. Travaillez la matière. Ressentez le substrat rocheux à travers des doigts qui ne sont plus froids et qui opèrent désormais sur la mémoire musculaire. Surface. Déposez la trouvaille dans la poêle. Récupérez suffisamment pour redescendre. La magnétite dans cette section du lit de la rivière est extraordinaire, épais, dense. Le genre de concentration qui signifie que l'or qui s'installe ici ne mène nulle part. Lorsqu'un matériau aussi lourd s'accumule contre un substrat rocheux aussi fracturé, l'effet de concentration s'aggrave au fil des années, pour devenir quelque chose qui continue de payer bien au-delà de toute attente raisonnable. La pluie arrive alors qu'il est encore dans l'eau. Une véritable averse du soir en Tasmanie qui laisse tomber la lumière ambiante dans la gorge et élève le bruit de la rivière. Lévy fait surface, enregistre la pluie, retourne sous. La pluie ne change pas le comportement du substrat rocheux. Le morceau de sapin de Noël sort tard dans la séance, large, ramifié, profondément cristallin. Une forme qui ne ressemble à rien d'autre dans la poêle des 2 jours du voyage. Formé de cristaux d'or poussant vers l'extérieur à partir d'une masse centrale, selon un motif qui semble presque construit plutôt que naturel. Je ne peux pas me remettre de la forme unique de cette pièce. C'est juste la forme la plus cool. Cela m'a pris par surprise. Je ne pouvais pas croire cette petite crevasse qu'il cachait. On l'appelle immédiatement le morceau d'arbre de Noël. Le nom arrive sans délibération dès qu'il fait surface. Lévy le pose soigneusement au sommet de la casserole et retourne pour une plongée supplémentaire. À 7 heures, la lumière disparaît de la gorge. Lévy sort de l'eau pour la dernière fois. 13 pépites sont sorties du 2e jour. Le morceau d'arbre de Noël se trouve au-dessus d'eux et flotte. Tout ce qui est entré sur le dos de Lévy repart. Compresseur tuyau matériel de camping, reste de nourriture contenant vide. Le tout chargé et transporté. Plus l'or qui ajoute un poids spécifique est bienvenu opaque. Une casserole pleine de grosses pépites ne pèse pas grand-chose en termes absolus, mais elle modifie l'équilibre de la charge d'une manière qui est immédiatement perceptible et qui en vaut la peine à chaque étape du chargement. La différence entre les sacs d'échantillons vides et les sacs pleins est tout l'intérêt d'être ici. Les sections aval sont parcourues par la rivière. Le courant gère le travail à travers les bassins profonds, tandis que Lévy gère les obstacles. Les embâcles sont soigneusement traversés avec les engins tenus à l'écart. Piscine parcourue en nageant avec des équipements au-dessus de la ligne de flottaison. L'eau froide qui était un obstacle à l'entrée n'est plus qu'un support à traverser. Les mêmes défis physiques qui ont protégé cet endroit à l'entrée sont les mêmes à la sortie. Dans un organisme qui opère sur ce qui reste après 3 jours de plongée sérieuse, la gorge ne fait aucune concession. Il reçoit et libère les gens dans les mêmes conditions, peu importe ce qu'ils trouvent au fond. Les sections de broussailles sur le terrain supérieur sont les dernières. Les pentes raides, la végétation dense, la navigation hors piste, à travers une campagne qui n'a pas de sentier balisé, car les sentiers balisés n'arrivent pas ici. Tout cela à l'envers avec l'or, comme raison de chaque pas, et la distance connue jusqu'à la sortie comme seule chose qui calibre le rythme. Il s'en sort. Équipement intact. Or, sécurisé. Le chemin pour entrer. Retour à la maison. La collection complète de 2 jours disposée sur une surface propre sous un éclairage approprié. Pépites cristallines dans toute la gamme de tailles. Taches de fer sur certaines surfaces. Des formes uniques sur chaque pièce qui se forment uniquement dans des conditions géologiques spécifiques au fil des temps géologiques. L'osméridium se trouve en gris argenté parmi le jaune. Éloignez l'œil de l'or à chaque fois qu'il capte la lumière sous un angle légèrement différent. Tout voir ensemble pour la première fois. 17 pépites dès le 1er jour. 13 dès le 2e jour. L'osméridium, le volume total de matière, est quelque chose qui prend un moment pour être pleinement accepté. Les petits morceaux vont en premier sur la balance. 1 2 grammes.
2,4, 1,17, 1h35, un solide 3 grammes qui reposait dans une crevasse derrière un rebord et qui ressortait proprement en une seule respiration. 2,5. Les petits cueilleurs, qui auraient fait toute l'histoire lors de la plupart des voyages de prospection, ont chacun leur propre moment sur la balance avant d'être mis de côté. Le total des plus petits spécimens augmente régulièrement au cours des 2 jours. Ensuite, les gros spécimens du premier jour passent sur la balance. Les pièces qui ressemblaient à des monstres de 20 grammes sur le terrain ont résisté à la lumière de la gorge après de longues plongées en apnée. Examinées et réexaminées au bord de la rivière et au camp. D'abord, sur l'échelle. 7,5 grammes. Deuxième, 8,6 grammes. La pièce pliée extérieure. Celui qui a failli ne pas être filmé. Celui qui a réécrit l'approche de tout ce lieu. Se situe en dessous de l'estimation du terrain de plus de la moitié. Les inclusions de pierres de fer à l'intérieur de chaque pépite ont déformé l'évaluation visuelle tout au long du voyage. Les formes cristallines sont grandes et visuellement imposantes, mais la pierre de fer liée à chaque pièce ajoute du volume physique sans ajouter de teneur en or. Chaque estimation faite sur le terrain est fausse dans le même sens. Visuellement impressionnant, physiquement plus léger qu'il n'y paraît. Les morceaux qui ressemblaient à 20 grammes pèsent entre 7 et 9. L'œil n'est pas une balance fiable sur les spécimens contenant de la pierre de fer. Ensuite, le morceau de sapin de Noël est mis sur la balance. 9,3 grammes, la pépite individuelle la plus lourde de tout le voyage. Le morceau Lévy n'a presque pas été filmé car le talon visible dans la fissure du mur semblait trop petit pour valoir la peine d'être enregistré. Je n'allais même pas filmer ça parce que je pensais juste que c'était une petite pépite. Que diable. Deuxième jour. Total. Un peu moins de 43 grammes. Premier jour. Total ajouté à l'échelle. Les 2 séances combinées. 108 grammes. Tout simplement absolument irréel. Cela représente environ 9 400 $ australiens pour un tronçon de rivière déjà visité 2 fois avant ce voyage. Depuis un endroit auquel aucun mineur historique n'a jamais accédé. Du point de vue de toute attente raisonnable basée sur ce que les sessions précédentes avaient produit, cela aurait dû fonctionner à vide. 100 grammes. Hors sol, c'était censé être fait. Qu'est-ce qui vient ensuite? Ce n'était pas la fin. Après ce voyage, Lévy retourne vers cette rivière, plusieurs fois au cours de la saison suivante. Plongez-vous dans la même gorge sur le même substrat rocheux, avec le compresseur et le rythme de respiration, et la même volonté de passer 3 jours sur un terrain qui empêche la plupart des gens d'entrer. Le sol continue de produire à un rythme qui fait que les chiffres de cette vidéo ressemblent à la déclaration d'ouverture. Chaque session suivante s'appuie sur ce qui s'est passé ici. Chaque retour révèle davantage de ce que la gorge contenait. Les images de ces séances sont filmées, et elles arrivent. Les crevasses que Lévy n'a pas atteintes lors de ce voyage. Il n'a pas eu le temps de déplacer les sections de substrat rocheux encore bloquées par des rochers. Les lignes de failles qui s'étendent plus en amont que 3 jours de plongée ne peuvent couvrir. Ils sont tous encore là. Et les totaux qui suivent ce voyage sont plus importants que ce que vous venez de regarder. Les anciens n'atteignent jamais cet or. Le terrain qui les empêchait d'entrer a permis de conserver l'or accumulé intact pendant des générations. Lévy l'a trouvé. Il sait exactement où il se trouve et à quoi ressemble exactement le substrat rocheux situé sous les packs de roches ferreuses qui n'ont jamais été dégagées. Il rentre. Abonnez-vous et activez les notifications. Le prochain chapitre de cette rivière bat tout ce que vous venez de regarder et vous devez le voir quand il descendra. 108 grammes d'une gorge que le monde a oubliée. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui comprend l'attrait de la chasse et abonnez-vous car, croyez-le ou non, nous avons battu ces totaux à notre retour. Le prochain voyage est déjà filmé, ne le manquez pas.